la desserte aérienne de Chandeleur, c'est-à-dire le développement de la destination, ainsi pour vos actions qui sont loin dans ce sens. Comme je l'ai annoncé au début, le FITAM est aussi une plateforme d'échange d'expertise, d'échange de bonnes pratiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Le FITAM a depuis toujours eu des partenariats avec un certain nombre de pays amis et frères qui ont contribué à échanger leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques avec le CNES et avec le Maroc. Cette année-là, nous ne dérogeons pas à cette habitude et nous avons quelques pays à qui je vais donner la parole. Nous avons dans notre programme, on devait avoir une présentation de la part de son Excellence l'ambassadeur de l'Inde. Malheureusement, il n'est pas parmi nous à cause d'un décès parental. Donc on a les excuses de l'ambassade dans ce sens. Ça sera certainement partie remise pour une prochaine édition, Inch'Allah. Nous avons également avec nous la région de l'Occitanie française qui va essayer de toute façon, lors des travaux de l'après-midi, de partager avec nous réellement leur savoir-faire et leur expertise. Mais j'invite M. Sébastien Plat à partager aussi avec nous une allocution de la couverture. Monsieur le représentant du ministère du Tourisme, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant du président du conseil régional de Fès-Meknès, Monsieur le président de la commune de Meknès, Monsieur le président de l'association Ismaïlia Cobra, Mesdames et Messieurs les officiels, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée d'être invité à ce 3e forum international du tourisme à Meknès, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est un honneur pour nous de participer à l'inauguration de ce salon, de l'exposition sur les produits artisanaux du territoire. Et je vous remercie au nom de la présidente du conseil régional, Carole Delda, ainsi qu'à mon nom personnel. Et je vous remercie surtout de l'hospitalité dont vous faites preuve depuis notre arrivée hier soir. Le tourisme est devenu une activité économique délocalisable et hyper concurrentielle. On ne peut plus le nier aujourd'hui. Alors, pour être fort, nous devons être en capacité d'innover et surtout de nous projeter vers l'avenir. En revanche, ce qui n'est pas délocalisable, c'est l'âme de nos régions, c'est notre authenticité, ce sont nos spécificités, la vitalité et la diversité de nos territoires, la qualité de nos terroirs, de nos savoir-faire régionaux, notre art de vivre en fait, notre convivialité aussi, et surtout notre sens de l'accueil. C'est cela, en fait, notre ADN, ce que nous savons faire de mieux, ce que nous partageons des deux bords de la Méditerranée, et c'est surtout ce qui nous distingue des autres destinations. Alors, nous devons le mettre en avant et faire savoir cela. Loin du tourisme de masse, et plutôt proche d'un tourisme durable, qui permet à chaque touriste de pouvoir partager notre histoire, de pouvoir découvrir notre culture et apprécier notre sens de l'accueil. Le tourisme durable, c'est le choix de l'avenir, car il permet de protéger nos patrimoines pour mieux les transmettre aux générations futures et dans les meilleures conditions pour que ce tourisme soit un tourisme de long terme. C'est un petit peu la doctrine du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Occitanie, comme le Maroc et la région de Fès-Meknès, ont des atouts à faire valoir, telle l'authenticité, la typicité de ses produits, sa gastronomie, ses paysages, son patrimoine. Soutenir l'artisanat d'art, aujourd'hui, c'est un enjeu politique, un enjeu majeur. C'est mettre en lumière notre savoir-faire. Le savoir-faire hérité de nos Haïtiens et le savoir-faire de nos populations. Il s'agit pour nos deux pays d'un secteur d'avenir, d'un secteur qui permet d'exporter, qui est source de création d'emplois durables, non délocalisables et qui participe fortement à l'identité, à l'image internationale et à l'attractivité de nos territoires. La région Occitanie est le creuset d'entreprises des métiers d'art, au savoir-faire spécifique, rares, innovants. Nous sommes d'ailleurs en échange avec des entreprises ici de la région. C'est pourquoi notre réseau interne des chambres de métiers de l'artisanat d'Occitanie va lancer, de la même manière que vous, la route des métiers d'art d'Occitanie. Je crois que c'est un sujet commun sur lequel nous allons échanger dans les années à venir. Mais pour pouvoir maintenir nos avantages et surtout renforcer nos atouts touristiques,
nous devons anticiper et innover, doter nos territoires d'infrastructures de transport adaptées pour accueillir dans les meilleures conditions les touristes. J'ai noté la volonté du gouvernement d'œuvrer en ce sens, de mettre les moyens, et je ne peux que vous en féliciter. La région Occitanie entretient des relations historiques et privilégiées avec le Maroc, ce qui se traduit notamment par la présence depuis 2012 d'une maison, une ambassade de la région Occitanie à Casablanca. Une coopération institutionnelle, économique, académique et culturelle est menée en 3 points du territoire marocain, à Casablanca, à Rabat et ici à Fès-Meknès depuis le mois de juillet. Avec la région de Fès-Meknès, j'ai une pensée pour le président que nous avons eu l'honneur d'accueillir à Montpellier au mois de juillet dernier, en Occitanie. Nous travaillons à une coopération active autour de 5 axes majeurs. Le premier concerne le soutien à l'agriculture et aux techniques d'agro-technologie, à l'innovation et l'entrepreneuriat par le sport, à favoriser les échanges dans le domaine du tourisme et de la protection et la valorisation du patrimoine culturel, au développement des partenariats dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à favoriser l'engagement de la société civile dans des actions de coopération et de solidarité internationale, en soutenant notamment la mobilité et l'engagement des jeunes, nos jeunes qui sont l'avenir de nos territoires, dans des actions de solidarité internationale entre nos 2 régions. Par ailleurs, avec le Royaume du Maroc, une coopération est engagée sur le développement de lignes maritimes et de relations commerciales entre nos territoires, autour de nos ports et de nos aéroports. Le lien fort établi avec la Confédération générale des entreprises du Maroc a permis de poser les bases d'un réseau d'affaires et d'entrepreneuriat entre l'Occitanie et le Maroc, porteur de business et générateur de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée. Des échanges sont en cours aussi en vue d'établir un partenariat durable, visant notamment à organiser une programmation culturelle Occitanie, ici au Maroc, au second trimestre 2019, et l'année suivante accueillir l'association culturelle du Maroc chez nous en Occitanie. Ce sont quelques exemples, quelques témoignages de ce qui nous unit et qui n'est que la continuité des relations amicales et fraternelles qui unissent depuis très longtemps nos 2 grandes nations, le Maroc et la France. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent salon à vous toutes et à vous tous, et je vous remercie de votre accueil une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Plat, essentiellement de nous rappeler que l'âme et l'authenticité d'un territoire et son identité devraient être le moteur du développement touristique d'un territoire. Nous avons également une allocution du docteur Dong Yun Chen, qui est conseillère culturelle à l'ambassade de la République populaire de Chine, qui voudrait partager avec nous un message. Sorry, I can't speak French. I just speak Arabic, and maybe our friends can translate what I say. سادة مسؤولي جهة فيس مكناس، سادة جمعية الإسماعيلية الكبرى، سادة المسؤولين عن وزارة السياحة، أصدقائي الأعزاء، الحضور الكرام، صباح الخير. نيابة عن السيد السفير جمهورية الصين الشعبية للمملكة المغربية، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى رئيس جمعية الإسماعيلية الكبرى بتوجيه دعوة لسفارة الصين لحضور هذا المنتدى الدولي في الدورة الثالثة لتطوير السياحة في مكناس. ويسعدني كثيرا كمسؤولة عن ملف الثقافي والسياحي بالسفارة أن أكون متواجدة لأول مرة في هذه الدورة، وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين الصين والمغرب، ويعني إعفاء التأشيرة من جانب المملكة المغربية للمواطنين الصينيين، إزداد
السنوات الأخيرة أعداد الزوار والسواح الصينيين بكثرة لزيارة المغرب، وصارت المغرب دولة جاذبة مشهورة بين الصينيين للسياحة الخارجية. وفي إطار هذا التعاون المستمر والزيادة المستمر أيضا للتبادل والتعاون بين الجانبين في مجال السياحة، الصين ومن الحكومة شعبا ورجال أعمال مستعدين أن نتعاون بكامل الطاقة بكامل الإرادة مع الجانب المغربي لتطوير السياحة والثقافة بين البلدين. فمنذ عدة شهور تم اندماج السياحة إلى الثقافة بوزارة الثقافة الصينية، وأصبحت الآن وزارة الثقافة والسياحة الصينية، يعني تغيير الوظيفة والاسم. هذا بالدليل أن الثقافة تدخل مقوم هام لدعم السياحة وتطوير وتنمية السياحة. فالصين والمغرب كلاهما من الدول السياحية المشهورة والغنية بالموارد الثقافية والإنسانية والتراثية في العالم، وأمامنا فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين لارتقاء بمستوى التعاون في مجال السياحة والثقافة في مستقبل قريب. وأيضا لدينا من خلال هذا المنتدى التمسنا العزم القوي والإرادة والإصرار القوي من جهة مسؤولين وعاملين في مجال السياحة في تنمية السياحة بمقومات الموجودة بمكناس، وأنني على ثقة بأن هذه إرادة وهذا الإصرار موجودة أيضا في جانب الصين. فنحن مستعدين أن نتعاون مع أصدقائنا المغاربة في تطوير مجال السياحي والتعاون في هذا المجال استثماريا وتعاونيا لارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين في مجالين السياحة والثقافة. ونأمل لهذا المنتدى أن يخرج بنتائج وتوصيات فاعلية تفيد للمنطقة، وأيضا ندخل في التعاون معكم إذا احتجتم يعني هذا النوع من التعاون بين الصين ورجال أعمال أو المستثمرين. فشكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة، ونتمنى للمنتدى التوفيق والنجاح. Je vais essayer rapidement de revenir sur trois points que le docteur Tongion a évoqués, notamment aujourd'hui le développement de la disposition de la Chine à nouer un partenariat avec le Maroc pour le développement touristique. Ça c'est un point. Et deuxième point, c'est que grâce à quelques actions déjà entreprises par le Royaume du Maroc, aujourd'hui les touristes chinois commencent à affluer sur le territoire marocain de plus en plus, notamment grâce à la levée du visa pour les citoyens chinois. Donc l'ambassade de la République populaire de Chine est disposée aujourd'hui à essayer de trouver, à aider et à échanger avec le Maroc, avec le CNES particulièrement, pour essayer de développer le tourisme et échanger les bonnes pratiques dans ce sens. Nous avons donné la parole à deux pays frères et amis qui sont la France et la Chine, mais également j'aimerais juste souligner que nous sommes honorés par la présence d'autres pays amis et frères, notamment des pays africains, le Gabon, notamment le Panama, d'autres pays.
soyez les bienvenus. Au Sénégal, soyez les bienvenus. Et bien évidemment, certainement, on aura la chance de vous écouter soit l'après-midi ou éventuellement dans les prochaines éditions du film. Alors, nous approchons de la fin de la matinée, du premier temps fort de la matinée. Mais avant de clôturer, il est très important de donner la parole au président du Conseil préfectoral du tourisme de Meknès, qui va essayer aujourd'hui de vous retracer quelques recommandations, celles de l'année dernière, mais également de partager avec nous quelques réflexions à propos des développements politiques de la ville de Meknès. Soyez les bienvenus. Monsieur le représentant du ministère du Tourisme, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant du président du conseil de la région de Fès-Meknès, honorable assistance, nous ne remercierons jamais assez l'association Ismaïlia pour l'organisation de ce forum, pour la troisième fois à Meknès, ce qui démontre l'amour et la conviction que portent les acteurs de la société civile pour cette ville. À travers toutes les interventions pertinentes, il ressort une seule conclusion. Le tourisme est une affaire de tous. Le tourisme est notre affaire à tous. Le tourisme est notre responsabilité à tous. Les autorités locales, les élus, les services extérieurs, la société civile et les professionnels. Chacun de nous a une mission à accomplir dont le seul et unique but est d'assurer une pérennité de ce secteur prépondérant dans le développement local, la création d'emplois et de richesses. À titre local et régional, nous sommes tous sensibilisés et prêts à relever tous les challenges. Nous l'avons remarqué et touché à travers nos échanges et réunions avec tous les intervenants, pourvu qu'il y ait une vision et une stratégie claire et réalisable. L'expérience des programmes d'INTI et réhabilitation des Médinas en sont témoins. Au niveau central, nos attentes sont grandes. Le ministère, à travers ses départements et services connexes, sont appelés aujourd'hui à repenser le tourisme d'une manière cohérente, ambitieuse et agressive. Nous sommes à la veille de la présentation d'un nouveau plan de développement pour le pays. Nous incitons les décideurs et les intervenants chargés à l'élaboration de ce plan de développement de faire du secteur du tourisme une priorité numéro 1. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle et les indicateurs en notre possession, le seul secteur qui peut nous donner des résultats à très court terme est le tourisme, contrairement à l'industrie, l'agriculture ou les énergies renouvelables qui nécessitent un temps plus important pour que le pays récolte les fruits. 3 chantiers à mettre en place incessamment. L'infrastructure à travers la mobilisation du foncier, la promotion d'un produit qui existe déjà, qui a fait ses preuves et qui ne nécessite que des ajustements et réglages, la formation, car tout simplement il n'y a de richesse que d'hommes. Et malheureusement, notre dernier classement en matière de qualité de services et de ressources humaines qui ressort d'une étude de l'Organisation mondiale du tourisme est très alarmant. Écoutez bien, on est classé 113e sur 130 pays. Et je dis bien 113e malheureusement. Alors qu'en matière de sécurité, on est classé 20e dans le monde selon la même étude. La vision 2010 et 2020 font partie du passé maintenant. Et ce n'est pas le moment de chercher qui est responsable de la non-réalisation des objectifs tracés. Il y a eu des acquis, certes. Capitalisons sur tout ce qui a été réalisé et repensons tous à un tourisme responsable, créateur de richesses, croyons en ce secteur et mobilisons-nous pour lui donner la place qu'il mérite dans le plan de développement à venir. À titre d'exemple, à Meknès, une seule niche est exploitée maintenant à 50 ou 60%, à savoir le tourisme culturel. D'autres produits plus attractifs existent, l'agritourisme, le tourisme de chasse, le tourisme sportif, le golf et j'en passe. Un dernier chiffre pour rester sur des ondes positives et ambitieuses qui nous donnera matière à réfléchir. Pour chaque 30 touristes supplémentaires, un poste d'emploi est créé. Faisons le calcul. Alors, et à juste titre, je réitère ma demande, parions sur le tourisme et faisons de ce forum et les rencontres similaires une feuille de route pour ce chantier monstre qui nous attend tous. À cet effet, plusieurs recommandations ont été faites lors du 2e forum. Un suivi a été effectué, je vous en fais un état très bref. Il a porté sur 3 axes
importants. Premièrement, l'appellation de l'aéroport l'aéroport Fès 16 pour devenir Fès Meknès. Les demandes officielles ont été faites et le suivi est assuré par les autorités compétentes. On attend toujours des réponses. L'investissement. Après l'échec des CPR en 2014, le projet Mdinti, sur lequel repose toute notre ambition, est en cours de finalisation pour être réalisé. Et nous comptons tous sur sa réalisation pour réaliser les objectifs tracés. Pour les projets structurants des réseaux, Cité impériale et Rintoto, les appels à manifestation d'intérêt vont être lancés incessamment. Pour la promotion, des accords ont été signés avec le conseil de la région, la commune de Meknès, la commune de Mchouas-Tinia, ce qui nous a permis d'avoir un bureau d'information touristique qui reçoit presque 500 touristes par mois. Du matériel public promotionnel, un site web et bientôt une application mobile pour la ville de Meknès. L'accord avec l'ONMT est en phase de signature pour le financement d'un plan d'action du CPT pour l'année 2019. 1 500 000 dirhams a été budgétisé. C'est peu, mais c'est un début. D'autres chantiers nous attendent. Beaucoup reste à faire, mais ce n'est pas impossible. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il reste encore un chemin à parcourir, beaucoup de chantiers qui nécessitent la mobilisation et la fédération des efforts de tout le monde, de toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités, les institutionnels, les professionnels du tourisme, et tous ceux qui auront un impact direct ou indirect sur le développement de l'activité touristique. Nous arrivons à la fin de notre premier temps fort de la matinée qui a été dédié aux allocutions d'ouverture. Là, aujourd'hui, nous passons à la signature de conventions de partenariat entre deux grandes parties prenantes du développement touristique à Meknès. La première convention étant entre l'association Ismaïlia Toubra et l'université. Monsieur le Président de l'université, Monsieur le Président de l'association Ismaïlia Toubra, vous invite à la table de signature. عادي ياخذ الله ما عمرهم مكتوب يا صاحبي شو ما صاحبي كاع كنصوروا بالكاميرا تجي قدام Les deux partenaires, l'association Ismaïlia Toubra et le conseil préfectoral du tourisme de Meknès. Merci.
Avant de clôturer les travaux de cette année, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ce n'est pas encore terminé. Avant de clôturer les travaux de cette matinée-là, nous avons un cadeau qui sera remis par la région de l'Occitanie, au conseil de la région de Fès-Meknès et à monsieur le président de l'association Ismaïlia Kouba. J'invite monsieur Sébastien Plat. Non, c'est vous gré. Vous gré. C'est voilà. Président, c'est président. Président. Le présent est également remis par la région d'Occitanie à M. Jamel Sezi, président de l'association Ismaïlia Kouba. Les travaux du FITAM ne sont pas terminés, s'il vous plaît. L'après-midi, après le déjeuner, il y a des panels d'experts et des échanges de bonnes pratiques. Donc vous êtes tous invités à participer aux travaux de cet après-midi, qui seront dédiés à la présentation de bonnes pratiques, de partager un peu tout ce qui concerne le développement touristique. À tout à l'heure. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. عندك حاجة فوق الله يخطئك سيد رائد Prenez place, s'il vous plaît. Essayez d'avancer, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Essayez d'avancer au début de la salle, comme ça on sera tous réunis, on aura plus de convivialité pour traiter des sujets de cet après-midi. Cet après-midi, on continue les travaux du FITAM, de la 3e édition du FITAM, avec des expériences particulières, avec des expertises, avec des échanges de bonnes pratiques et d'expériences. Et à la fin de l'ensemble de cette présentation-là, on va ouvrir un débat pour une discussion, des commentaires vis-à-vis de ceux qui vont vous présenter cet après-midi. Nous allons avoir des présentations de projets, des présentations d'actions, des présentations d'expériences, d'experts, d'architectes, d'institutionnels, mais également d'universitaires. On va commencer l'après-midi par
par la proposition d'un projet sur une vallée qui va éventuellement contribuer à la valorisation de la destination de Meknès et du développement de Meknès en général. Donc je vais appeler M. Jawad Benchemsi qui va nous présenter ce projet-là. Je crois que c'est un projet qui est entre M. Benchemsi et Ahmed Benahoud. C'est Benchemsi. Donc, c'est en fait, je corrige un petit peu, il ne s'agit pas d'un projet, c'est-à-dire un projet dans le sens d'un projet architectural, urbanistique, et qui va être mis quelque part en exécution. Petite mise au point. C'est plus quelque chose qui émane d'un architecte que je suis, qui a fait du bâtiment et qui essaie d'en faire moins ou de le faire autrement. Et ça, c'est parce que c'est une sensibilité que j'ai de plus en plus vis-à-vis de la ville, vis-à-vis du devenir de la ville, et surtout de cette urbanisation, je pense, qui a détruit une grande partie de nos villes et dont il va falloir aujourd'hui trouver un moyen pour des alternatives pour que cette urbanisation puisse être moins prenante sur le devenir de nos villes. Donc là, je vais présenter une série de slides, comme on dit, et sur lesquels je vais m'appuyer un peu sur ce qu'on appelle d'une part l'agriculture urbaine. Je vais en faire une petite présentation. Et ensuite, je vais essayer de dévier l'agriculture urbaine vers ce qui a été dit ce matin, je crois, par 2 ou 3 intervenants, sur l'agritourisme. Ou l'agrotourisme, ça dépend comment on le prend. Et donc, Meknès a la chance d'avoir une vallée qui la traverse et qui va de bout en bout, ou plutôt 3 vallées. Et ces vallées, heureusement jusqu'à présent, et du haut du restaurant où on était tout à l'heure, j'ai fait une sorte d'observation détaillée pour voir finalement, Meknès a eu la chance, encore jusqu'à aujourd'hui, ce qui est absolument exceptionnel, une chance que cette vallée ait été préservée plus ou moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à la grignoter au fur et à mesure, et elle reste verte, malgré quelques cas où il y a quelques bâtiments qui ont commencé un petit peu à la miter, c'est-à-dire à prendre possession de sa partie végétale. Donc le thème que j'ai retenu, ou plutôt les mots qui sont d'une très grande consonance et pour lesquels je me suis appuyé un petit peu, c'est patrimoine, culture et environnement. Et donc dans ces 3 termes, dans ces 3 notions, dans ces 3 concepts, rentre nécessairement, bien entendu, l'avenir des villes, et des villes qui ne sont pas plaisantes, qui ne sont pas attractives, ne vont pas être des villes potentiellement intéressantes pour le tourisme. Donc quelqu'un qui va se promener dans une ville a besoin d'une ville agréable, d'une ville où il y a du plaisir, une ville où il y a du paysage urbain possible. Donc là, je passe rapidement pour vous dire, voilà comment je vais présenter ça. Les 3 notions que vous avez vues tout à l'heure, moi je les formule autrement. Je mets urbanisme, agriculture et tourisme. Dans un premier temps, je vais présenter les 2 premières, urbanisme et agriculture, pour développer ce que l'agriculture urbaine peut être bénéfique pour la ville, bénéfique pour la société, bénéfique pour la création d'emplois, bénéfique pour resserrer des liens intercommunautaires et d'autres possibilités, donc pour que cette agriculture urbaine puisse devenir quelque chose, un enjeu important. Alors, premièrement, une première définition, je l'ai prise comme ça, elle est évidente, elle est claire, elle est nette, c'est que l'agriculture urbaine est définie comme une agriculture localisée dans la ville,
là on ne fabrique rien, ou dans un périphérique, mais dont les produits sont majoritairement destinés à la ville. Donc c'est une définition qui paraît simple, mais qu'il faut quand même souligner. Alors j'aimerais bien passer à la seconde. Alors, et une des caractéristiques de l'agriculture urbaine, et sa condition pour qu'elle soit réellement intéressante, je veux dire la clé de son succès, c'est de considérer sa multifonctionnalité. C'est-à-dire qu'elle permet de considérer urbanisme et agriculture sous un angle nouveau de collaboration, mais pas d'opposition. Et ces oppositions qui paraissent entre ces deux notions ne sont qu'apparentes, ça dépend des enjeux qu'on va considérer. Alors, et pour qu'il y ait aussi du succès, il faut que ça émane de la société, il faut qu'il y ait une demande sociétale, il faut que les gens considèrent, qu'ils soient sensibles, que ce n'est qu'un juste retour à la nature, de la nature en ville. La troisième condition, c'est qu'il faut qu'on soit conscient que la question de l'environnement est une voie d'intégration. C'est-à-dire c'est elle qui va permettre à beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres phénomènes qui sont autour de la ville puissent être intégrés et pris en compte. Et bien entendu, je pense là c'est clair, il faut qu'on puisse nous les acteurs, à n'importe quel niveau, qu'on puisse avoir un changement de regard, qu'il soit donc, j'ai dit, multidimensionnel, qu'il soit économique, agricole, social, touristique, alimentaire et bien entendu environnemental. Alors, quelques constats. Ça a été pris un peu dans la documentation au niveau mondial pour dire que l'agriculture urbaine, elle progresse partout dans le monde. Malheureusement, sans grande signification au Maroc. Alors que, avant, dans les villes, dans les médinas, il y avait tout le temps une partie de cette médina sous forme de verger, sous forme ici de maraîcher, qui était destinée à utiliser ces parcelles pour faire de l'agriculture urbaine et surtout de mettre des produits frais, c'est-à-dire des produits directement passant, disons, de l'agriculteur, du producteur au consommateur. C'est ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui passe par tous les circuits, ce n'est pas la peine de parler, et surtout de celui qui est le plus flagrant, celui ce qu'on appelle les frigos. On constate aussi qu'il y a effectivement une diminution des ressources en eau, donc il faut trouver un moyen pour que cette eau puisse être gérée de manière plus efficiente. Il y a une autre constatation, c'est que on remarque, et je l'ai dit tout à l'heure, que les terres agricoles sont en train d'être consommées à un rythme incroyable, et c'est la voie de contournement qui passe autour de Meknès, du côté, je crois, de Marjan. C'était toute la partie droite était agricole, et c'était de l'agriculture sur du sol qui était très bon, très fertile. Et là, on a commencé à mettre des lotissements, et donc problème, effectivement, de ce qu'on appelle l'étalement urbain est posé de plus en plus gravement. Alors, aussi, maintenant au niveau de l'agriculture urbaine, c'est rapide. Et au niveau mondial, il y a un humain sur deux qui est urbain aujourd'hui, et la progression va aller de plus en plus vers les villes qui vont se peupler de plus en plus au détriment de la campagne. Au Maroc, un chiffre incroyable, c'est qu'il y a 73,6% d'urbains en 2050. Les campagnes se dépeuplent. Alors, et à côté de ça, tout ce qu'on peut dire, c'est que les enjeux de la croissance au niveau national sont dans les villes, sont dans les espaces urbains. Comme vous voyez là, il y a 75% du PIB qui est à l'intérieur des agglomérations. Sachant que 70% des investissements sont consacrés à la ville. Un chiffre incroyable aussi, 800 millions de citadins dans le monde utilisent l'agriculture urbaine, avec des situations incroyables, comme à Singapour, où je crois 30% des produits qui sont consommés sont
produits à l'intérieur de la ville. Et d'autres cas, comme Cuba aussi, c'est un exemple assez incroyable où l'agriculture urbaine a pris corps il y a déjà quelques décennies. Je ne commente pas les photos, mais vous voyez un peu la relation ou ce que je recherche, le message recherché. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est fait deux fois? Je n'en sais rien. Alors, et maintenant, bien entendu, il y a des contraintes et des difficultés pour appliquer tout ça. Ce n'est pas évident. Et parmi, j'en ai cité là 4 qui sont quand même très importants. Le premier, c'est l'enjeu foncier. Il y a un problème au niveau foncier, et notamment aussi, ce qui a été malheureusement le cas dans certaines villes du Maroc, c'est toutes les retombées des dérogations. On a fait énormément de tort aux villes avec ce système des dérogations. Des dérogations qui ont été absolument incroyablement dévastatrices de nos villes. Il y a aussi le problème de l'ambiguïté des statuts fonciers, parce que les villes, si je prends le cas de Meknès, le problème c'est qu'on ne sait pas, j'ai essayé d'enquêter un petit peu sur voir un peu quelle était une analyse, disons, du foncier, du parcellaire foncier autour à l'intérieur de la vallée. Et là, j'ai eu énormément d'éléments, mais sans que ça soit ordonné. Et donc, quelque part, il faut faire à un moment donné, je ne sais pas comment, mais un remembrement parcellaire pour qu'il y ait beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de latitude pour qu'on puisse concevoir, établir et faire exécuter des projets. Je l'ai souligné tout à l'heure, la rareté et la pollution de l'eau, et je crois que la vallée de Boufkran pose ce problème, et notamment en amont avec ces usines, je pense, qui dégagent, qui font sortir des eaux chimiquement polluées. Je crois que c'est de chlorure, de plomb, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est assez difficile. Et comment faire pour dépolluer? Comment faire pour rendre cette eau saine pour qu'elle puisse servir à l'arrosage? Et bien sûr, il y a aussi le problème de la qualité des sols.